Voici le groupe Passeurs d'émotions du Sapal. Nous avons créé des contes que nous allons vous proposer. La peau des corbeaux. C'était devenu un monsieur, des souliers noirs à la place des sabots, un chapeau melon à la place du béret et un costume flambant neuf avec un gilet barré d'une chaîne en or qui brillait au soleil. Quand on parlait de lui au village, on disait le Parisien. Pour le moment, planté au bord d'un champ fraîchement labouré, il regardait une couronne mortuaire dont les centaines de minuscules perles brillaient et étincelaient au soleil du matin, faisant concurrence à sa chaîne en or. Une couronne mortuaire qu'il reconnaissait au milieu d'un champ qui lui appartenait. De quoi devenir fou. Il était revenu au village la veille après 10 ans d'absence, juste à temps pour assister à la mise en terre de son père au cimetière. Sur la tombe, il avait déposé cette énorme couronne de perles, le dernier cri à Paris en matière de décor funéraire. Elle avait écrasé les modestes chrysanthèmes apportés par sa sœur. Les femmes avaient admiré la nouveauté, sauf sa sœur, humiliée sous son voile noir. Les hommes avaient supputé la dépense. Il avait dédaigné les condoléances curieuses de ses anciens concitoyens, avait même refusé le coup à boire traditionnel au bistrot, avec ses pecnos attardés. Ça n'avait pas plu à son beau-frère, ni aux autres gars du village. Le village, il l'avait quitté à la mort de sa mère, après une ultime dispute avec le chef de famille. Il était parti tenter sa chance à Paris, avait dégoté une riche veuve, sans enfant, qui avait eu le bon goût de mourir très vite en lui laissant une coquette fortune. Et le petit Landais, maigrelet et désargenté, s'était transformé en bourgeois rentier, rondelet. Un monsieur. L'après-midi de l'enterrement avait été consacré au notaire. C'était d'ailleurs la vraie raison de son retour. Pas question de renoncer à l'héritage. La sœur et le beau-frère n'avaient pas de liquidité pour lui payer sa part. Tant pis pour eux. Pas de testament, le partage avait été houleux. Mais il avait obtenu quelques bonnes terres, dont ce champ qui jouxtait d'ailleurs la palombière du bon frère, ce champ où gisait maintenant la fameuse couronne de perles étincelantes. Mais qui avait osé? En gesticulant, son melon à la main, il entreprit de traverser le labour, pestant après la terre qui crottait ses beaux souliers, pour récupérer l'objet du délit. Mais, alors qu'il soulevait la couronne, un vol de corbeaux s'abattit à grand bruit autour de lui, attaquant à coups de bec les perles qui les avaient attirées. Les noirs volatiles, pas du tout impressionnés par ce drôle d'épouvantail. Et pour couronner le tout, une salve de fusils de chasse partit de la palombière du bois voisin, où s'étaient planqués le beau-frère et les copains du village. L'histoire fit le tour de la contrée. Et vous comprenez pourquoi, dans ce coin perdu des Landes, les chasseurs appellent encore parfois les Parisiens trop bien habillés les appos des corbeaux.
Avec sa tenue de gala, le geai est un oiseau magnifique, mais qui a mauvaise réputation. Comment? Mauvaise réputation? Ah non! Je me baladais dans les bois un jour d'automne avec ma copine d'Arudi, moi la landaise, et la béarnaise, nous n'étions pas d'accord. Elle, férue de décoration, râlait parce qu'elle ne trouvait pas ce qu'elle voulait pour sa table de Noël. Tombé l'oiseau, venu du nord à l'automne, arrive chez nous et dévore toutes les boules rouges du hou. L'arbuste ne garde que ses feuilles vermicées et piquantes. Ça manque de rouge sur ma table blanche. En plus, je n'aime pas son cri perçant. Et moi, la landaise, je lui rétorquai. As-tu pris le temps de l'admirer dans une clairière, à la lisière de la forêt? As-tu remarqué son plumage brun-beige, nuancé de rose, ses ailes bleutées, son bec et sa queue noire? Si tu l'entends, son cri strident, c'est qu'il t'a repéré. Cherche-le dans le chêne. D'un naturel méfiant, il alerte toute la communauté des oiseaux. C'est la sentinelle de la forêt. Tiens, écoute-le. Justement, on n'entend que lui. Messanges, rossignols, pies, merles se sont immobilisés. Le silence tombe dans le petit bois. Les couleurs d'automne flamboient dans la douce lumière tamisée. Nous attendons. Un chercheur de champignons s'avance, avec son bâton, accompagné de son intrépide cocker qui a débusqué le faisan. Il cueille, de ci, de là, de très beaux cèpes, les dispose dans son panier à osier. Quelle belle cueillette! Il traverse le bois et s'éloigne. Ma copine a compris, je crois. Le chant des oiseaux reprend. Toute la colonie remercie le geai de les avoir mis en garde. La menace s'est éloignée, la vie reprend. Qui a gagné la discussion? Moi, la landaise, c'est sûr. Mais la béarnaise n'est pas tout à fait convaincue. D'accord pour la sentinelle de la forêt, mais il pourrait me laisser quelques boules rouges de houx. Il n'a qu'à se contenter de Guy. Nous n'allons pas nous fâcher pour ça. Méfiez-vous des plaidoiries. Landais ou béarnais, c'est toujours gascon. Comme chaque matin, installés dans la cuisine, Mathilde et Augustin se faisaient face, leur bol de café fumant posé devant eux. Je te dis qu'on lui a jeté un sort. La jeune paysanne, au trait anxieux, s'adressait ainsi à son mari. Je te dis qu'il se passe des choses étranges ici. Mais non, rétorque Augustin, tu te fais des idées. Mathilde ne répond pas, mais elle reste convaincue de ses soupçons. Cela fait 5 ans déjà qu'ils ont repris la ferme familiale, et elle n'avait jamais vu ça. Je suis sûre qu'il se passe des choses bizarres. La première fois que le phénomène s'était produit, c'était il y a environ 1 mois. Le grand bâtiment en forme de U encadrait une vaste cour. L'aile nord du corps de ferme abritait le poulailler qui était dédié à l'élevage des canards. C'était la fierté du couple, le savoir-faire ancestral qu'ils avaient su maintenir et même améliorer. Le travail à la ferme était rude et surtout inhabituel pour Mathilde. Cette fille de la ville avait vécu jusque-là dans le confort et même dans une certaine oisiveté. Elle était toujours maquillée, bien coiffée, très élégante dans ses tenues légères. Mais quand elle avait rencontré Augustin, l'homme de sa vie, par amour pour lui, elle avait tout quitté et accepté de le suivre pour venir l'épauler dans l'exploitation familiale. Et surtout, oui surtout, elle était récompensée par la nature environnante, cette immensité grandiose, sauvage, mystérieuse et presque inaccessible qui s'offrait à elle chaque matin. La brume qui s'effilochait à la cime des pins, dans la faible lueur de l'aube. Les oiseaux,
encore engourdis de sommeil, qui la gratifiaient de leur chant mélodieux. Mais aujourd'hui, quand elle ouvre la porte du poulailler, elle reste figée sur place. Les yeux écarquillés, le souffle coupé. Là, devant elle, à quelques pas, à quelques mètres de l'entrée, les canards forment un cercle parfait. Et au centre du cercle, un canard se tient seul et immobile. Mais cette fois, il n'a plus une seule plume sur le corps, sauf sur les ailes. Brusquement, le canard dénudé prend son envol, se dirige vers Mathilde, se pose sur son épaule et se penche à son oreille. À cet instant précis, le visage de la jeune femme s'éclaire d'un large sourire. Elle l'a compris. C'est alors qu'elle se retourne, avance d'un pas lent et décidé, passe par la grande porte du poulailler suivie d'un nuage de plumes et disparaît dans la brume matinale. Jamais on ne l'a revue. Seul un épais tapis de plumes recouvre désormais la cour de la ferme. Il se dit dans la région qu'une femme comme elle avait soif de liberté, d'aventure, d'indépendance. Pensez-vous, une fille de la ville? Et depuis ce jour, les gens se méfient car, quand les plumes volent, attention, on sort. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et nous serions heureux de vous retrouver une prochaine fois.